René Follet ouvre sa malle au trésor au festival Bénéboum de Blois, novembre 2015, puis en début d'année 2016 au Centre d'art de Rouge-Cloître, près de Bruxelles. René Follet n'aime pas faire étalage de son talent. L'intimité de son atelier lui est trop précieuse. À l'issue de longs échanges épistolaires, il a enfin accepté, avec scepticisme néanmoins, de faire retour sur un parcours d'illustrateur hors du commun. Sa passion pour le dessin commence dès la prime jeunesse. À partir de 6, 7, 8 ans, j'ai commencé à couvrir les pages des cahiers que mon père m'achetait et je couvrais ça de petits soldats qui s'entretuaient. C'était vraiment mon seul sujet. À côté de ça, j'ai tout de même imaginé quelques histoires et je me souviens, je l'ai d'ailleurs encore, je me souviens avoir recopié la toute première couverture du journal Spirou avec la création de Spirou qui sortait de la feuille posée sur le chevalet et qui prenait vie grâce au siphonnage d'un produit sur la feuille de papier. Et à ce moment-là, il est possible que la bande dessinée m'ait déjà attiré parce que certaines de ces pages étaient découpées et suggéraient des images de la succession de scènes qui prenaient corps par leur ensemble, par leur homogénéité. René Follet, un artiste trop discret qui a contribué avec talent au journal Spirou et au Tintin des débuts. Lors d'une visite à Hergé, nous étions en contemplation devant un de ses dessins et je lui avais probablement posé une question qui touchait au mouvement, à la façon de réaliser un mouvement, et je me souviens parfaitement qu'il m'a dit « mais vous devez dessiner une attitude à partir du moment où au moins mentalement vous en êtes fatigué ». Et il a réalisé une contorsion devant moi qui m'a réellement fait comprendre comment il fallait créer un mouvement en dessin. Et je me souviendrai toujours de son attitude. Je dirais que pour moi, il fait partie de mon petit panthéon personnel. Mais vraiment, quoi, hein, fait partie pour moi je sais qu'il va peut-être être gêné d'entendre ça, mais il fait partie des 2 ou 3 auteurs qui, pour moi, à la fois transcendent la bande dessinée, transcendent l'illustration. Il est un dessinateur de bande dessinée, on va y revenir, mais c'est également un prodigieux illustrateur, un prodigieux peintre. C'est aussi des souvenirs de gosse, sans d'ailleurs forcément savoir au départ que c'était René Follet. Et dans le journal de Tintin, il y avait notamment une histoire qui s'appelait Route de l'Ouest, après j'ai découvert que c'était une sorte de prémisse de la série Blueberry, donc écrit par Jean-Michel Charrier, avec des illustrations, voilà, rouge et noir. Là c'était effectivement des petites touches et c'était signé un certain Rêve. Hein. Et Rêve pour moi était quelqu'un d'abord, il signait Rêve, mais je n'ai pas plus fait le rapprochement. Quand on est ado, on ne fait pas gaffe, c'était même pas ado, je veux dire, c'était vraiment, j'avais une petite dizaine d'années. N'oublions pas que John Flanders Jeanret avait publié des contes fantastiques dans le journal de Tintin, avec des premières images de Rêve Follet. Et puis après, René Follet s'est emparé, entre guillemets, de l'univers de Jeanret, Edmund Bell par la suite, hein, en bande dessinée, etc. Énormément d'illustrations après sur des rééditions et tout. Et c'est là que j'ai eu la connexion entre les deux. Et l'équation était résolue. L'équation était une des équations était résolue. REF égale René Follet. Voilà, CQFD. Voilà. La prépublication dans les périodiques pour la jeunesse, Bravo, Spirou, Tintin, Vaillant, Cœur Vaillant, permettait une maturation progressive des dessinateurs qui, bien accompagnés par les rédacteurs en chef et les scénaristes, ont pu développer des univers graphiques très personnels. La profession est unanime pour regretter ce temps de la prépublication des bandes dessinées dans la presse hebdomadaire.
Alors la presse, c'était aussi une astreinte, hein. C'est vrai que ça permettait de développer des dessins d'une puissance incroyable. Les gens qui ont travaillé dans la presse sont quand même, enfin, pour moi, je leur voue une admiration sans borne. Que ce soit aux États-Unis, les gens de Milton Caniff, Noel Sickles qui devaient fournir leur strip quotidien et leur page du dimanche. Pour les auteurs européens, c'était aussi ce même rythme effréné de devoir produire, sans avoir obligatoirement conscience de l'œuvre qu'ils faisaient. Parce qu'en plus, c'était des gens qui étaient souvent méprisés, ils travaillaient pour des enfants, ils faisaient de la bande dessinée, donc ce qui était en général très mal vu à l'époque. Alors que c'était des vrais artistes. Je me dis, c'est peut-être que les vrais artistes, ils étaient là. Des gens comme René Follet, quand il fait les Grecs ou la chevalerie, c'est bestial. C'est quelqu'un qui a une puissance graphique absolument phénoménale, qui explose le trait, qui fait rentrer la couleur dans la forme. Enfin, il y a la vision. Une vision d'un très très grand artiste. Je me souviens d'une observation de Franquin qui disait les personnages de Follet, on dirait qu'ils dansent. Et ça m'a toujours frappé. Je n'en avais pas réellement le sentiment. Un des points communs avec Paul Cuvelier, c'est que ce sont des gens qui sont j'allais dire des dessinateurs pour dessinateurs, c'est-à-dire qui sont considérés dans le monde de la bande dessinée et de façon plus large dans le monde du dessin, de l'illustration, comme des génies. Mais ils ne touchent pas pour autant un large public qui leur assure une notoriété, comme ce fut le cas pour parler de gens comme Jacob, Serge, Franquin, etc. Je pense que c'est en grande partie par le fait qu'ils n'ont pas travaillé très longtemps sur le même personnage. On dit toujours un seul clou est tapé sur le clou, quoi. Et quelqu'un comme René Follet, bon, il peut y avoir les hasards de la vie et d'une carrière, mais je pense que de lui-même avait besoin de retrouver une liberté, de ne pas être inféodé toujours à un univers, à un personnage, peut-être même à un scénariste. Je pense que c'est quelqu'un qui doit remettre 100 fois son travail sur l'établi, sur sa table de dessin, et en disant oui, j'ai dû rater quelque chose, il faut que je recommence, il faut que je refasse un sourire, un œil, un cheveu. Tout doit être. Tout doit lui poser problème dans l'image parce qu'il a envie de changer, de casser les habitudes, de casser la routine, on va dire. Et on le sent, ça, le travail qu'il fait, notamment je pense dans ses derniers travaux où il passe du noir et blanc à la couleur, à l'aquarelle, il retravaille le noir et blanc comme si c'était de l'aquarelle en fait. Enfin, c'est très intéressant, on sent qu'il y a du travail, qui sue sang et eau sur chaque image. Le résultat est magnifique, beau. Le risque de la pratique de René Follet, ce pourrait être l'éparpillement. Mais à partir de terreur, dans chacun des récits unitaires qu'il aborde, un enjeu précis de fond et de forme est à l'œuvre. À partir de terreur, il a commencé à faire des bandes dessinées en couleur directe. Ce qu'il ne s'autorisait pas avant, c'est peut-être suite à nos échanges qu'il a franchi ce pas-là, mais enfin encore c'est très prétentieux de ma part d'imaginer ça. Je pense que là il a pris du plaisir, enfin en tout cas à commencer là-dessus. La bonne rencontre a été celle de la gouache acrylique. À partir du moment où j'en ai découvert les ressources, c'est-à-dire l'emploi de la gouache pouvant aller jusqu'à ressembler à celle de l'aquarelle, excessivement liquéfiée et gardant son caractère de gouache, mais beaucoup plus couvrante que la gouache ordinaire, avec peu d'eau. J'en ai été complètement converti et je ne l'ai plus lâché. Je ne suis plus du tout retourné à la gouache ordinaire. J'ai continué à travailler un petit peu à la plume, encre de Chine, et puis je lui ai préféré le pinceau, qui donne beaucoup plus de souplesse. On croit que la qualité va forcément amener à une évidence à un moment. Alors beaucoup d'auteurs composent entre ce positionnement-là et l'exigence commerciale, parce que ça fait aussi partie de la bande dessinée, c'est un art de masse, donc on est toujours un peu à cheval entre les deux. Mais enfin, des auteurs comme René ont toujours choisi, presque aveuglément, cette exigence. C'est certainement une des grandes qualités de René, d'avoir le courage
de commencer sans arrêt des nouveaux projets. Tu voulais à tout prix explorer d'autres choses. Oui, toujours ce besoin, cette curiosité à assouvir. Et je pense que c'est ma sédentarité qui m'a poussé à compenser mon mode de vie par une recherche. Une exploration continuelle. On chuchote que René Follet souhaite pousser la dimension de l'échange graphique dans ses retranchements. Lui qui a aidé tant de dessinateurs très professionnels mais moins artistes, lui qui a donné sans compter beaucoup de croquis à des admirateurs anonymes, lui qui, sans avoir eu de personnage fétiche, a affectueusement croqué ceux des autres par souci de ses collègues, se lance dans la création de belles images en complicité avec Emmanuel Lepage. Ce fait qu'il est parti sur les comptes rendus de ces grands voyages, et cet album sur Ulysse retracera le voyage de retour d'Ulysse, l'Odyssée. Il y a de mêmes sujets que nous traiterons chacun de notre côté, et d'autre part la partie de fiction qui, elle, sera traitée par lui seul en bande dessinée. Il m'a donné l'occasion de me faire plaisir, c'est certain. Un René Follet, quand il signe Rêve dans les années, fin des années 40, déjà fin des années 40, vous imaginez, ça fait plus de 60 ans, quoi. Hein. Et quand on en parle avec des gens comme Emmanuel Lepage, comme Franck P, comme Pascal Rabaté et tout, ils sont tous là pour dire qu'effectivement, c'est un auteur qui a marqué je dirais, leur évolution, en tout cas leur sensibilité artistique. Ce qui est prodigieux justement dans le travail de René Follet, c'est qu'il y a vraiment une âme. C'est-à-dire que quand on regarde ces personnages, quand on les regarde, voilà, dire droit dans la caméra, en tout cas droit dans les yeux, il a une manière de les faire bouger. On parlait de danse, mais aussi de faire regarder le lecteur, et il y a une véritable âme dans ces personnages. Vraiment, on se dit, et notamment c'est des personnages féminins aussi, il y a une tendresse, il y a une vie. C'est habité. C'est habité, exactement. Et tout pour ça, voilà, un immense merci, Monsieur René.